Le soir du 15 mars 1848, dans une plantation de canne à sucre près de la Nouvelle-Orléans, un homme découpa méticuleusement sa viande au dîner sans savoir qu'il mastiquait ses propres doigts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Cette histoire commence dans les archives judiciaires de la Louisiane, dans un dossier classé sous le nom de « Affaire Dufresne contre Succession Belmont », daté de 1849. Les documents, jaunis par le temps et partiellement rongés par l'humidité, révèlent un témoignage si troublant que le procureur de l'époque avait ordonné le huis clos total et la destruction de certaines pièces à conviction. En cette année 1848, la Louisiane vivait encore sous l'ombre oppressante de l'esclavage, malgré les vents de changement qui soufflaient déjà sur l'Europe. Les plantations de canne à sucre s'étendaient le long du Mississippi, comme des royaumes autonomes, où la loi du maître faisait office de justice suprême. Dans cette région marécageuse, entre bayous et terres cultivées, se dressait la plantation Belmont, propriété de la famille du même nom depuis 3 générations. Édouard de Belmont, âgé de 42 ans, était un homme aux traits durs sculptés par des années d'autorité absolue. Veuf depuis 5 ans, il dirigeait seul ses 350 hectares de canne à sucre avec la rigidité d'un officier militaire. Sa demeure, une imposante bâtisse créole aux colonnes blanches et aux balcons en fer forgé, se dressait au centre de la propriété, tel un temple dédié au pouvoir. Les esclaves, au nombre de 68, vivaient dans des baraquements alignés comme des casernes, à bonne distance de la maison principale. Parmi eux se trouvait Séraphine, une femme de 35 ans, aux mains expertes et au regard perçant. Née sur la plantation, elle avait grandi dans les cuisines sous l'enseignement de sa mère, devenant progressivement l'une des cuisinières les plus réputées de toute la paroisse de Saint-Charles. Sa peau cuivrée portait les cicatrices discrètes mais nombreuses des punitions reçues au fil des années, car Séraphine possédait un caractère fier que ni les coups ni les humiliations n'avaient réussi à briser complètement. Les autres esclaves la respectaient autant qu'ils la craignaient. On murmurait qu'elle connaissait des secrets sur chaque famille blanche des environs, ayant préparé leurs repas lors de réceptions et ayant surpris leurs conversations les plus intimes. Sa position privilégiée de cuisinière principale lui donnait accès à la maison, aux conversations et aux habitudes de la famille Belmont, un savoir qu'elle gardait précieusement pour elle. Le régime de la plantation suivait un ordre immuable. Chaque matin, avant l'aube, la cloche sonnait pour réveiller les esclaves. Les hommes partaient aux champs sous la surveillance des contremaîtres, tandis que les femmes s'occupaient des tâches domestiques. Séraphine, elle, commençait sa journée dans la cuisine bien avant les autres, préparant le petit déjeuner du maître et planifiant les repas. Cette routine, répétée depuis des années, créait une intimité particulière entre la cuisinière et celui qu'elle servait, une proximité qui générait autant de familiarité que de tension. L'incident qui allait bouleverser cet équilibre se produisit un matin de février 1848, lors d'une réception organisée pour accueillir le nouveau maire de la Nouvelle-Orléans et plusieurs planteurs influents de la région. Édouard de Belmont avait exigé un repas d'exception, digne de son rang social et de ses ambitions politiques. Pendant des jours, Séraphine avait préparé ce banquet avec un soin méticuleux, sélectionnant les meilleurs ingrédients, peaufinant chaque sauce et chaque accompagnement. Le jour J, tout semblait parfaitement orchestré. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, s'installèrent dans la salle à manger ornée de lustres en cristal et de portraits ancestraux. Séraphine et ses assistantes servaient les plats avec la discrétion qui convenait à leurs conditions, invisibles mais omniprésentes, comme des ombres efficaces. Cependant, lorsque le plat principal fut servi, un rôti de porc aux herbes accompagné de légumes glacés, un détail faillit compromettre la soirée. L'une des pommes de terre, mal épluchée, portait encore un morceau de peau noirâtre qui gâchait l'esthétique de l'assiette du maire. Ce dernier, homme pointilleux et habitué au luxe, fronça les sourcils en découvrant cette imperfection. Édouard de Belmont remarqua immédiatement le trouble de son invité d'honneur. Son visage s'empourpra de colère et d'humiliation. Sans un mot,
Il se leva de table, s'excusa auprès de ses convives et se dirigea vers la cuisine d'un pas rapide, laissant ses invités dans un silence embarrassé. Ce qui se passa dans la cuisine reste gravé dans les témoignages de 3 esclaves qui y travaillaient ce soir-là. Édouard fit irruption comme un ouragan, le visage déformé par une rage froide qui rendait ses yeux presque blancs. Séraphine, qui supervisait le service des desserts, se retourna calmement à son entrée, consciente que quelque chose avait déplu. « Regardez-moi cette immondice !» rugit-il en brandissant l'assiette incriminée. « Vous osez servir cette saleté à mes invités? Vous voulez me faire passer pour un rustre ?» Séraphine baissa les yeux, adoptant l'attitude soumise qu'on attendait d'elle, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « Maître, je suis désolé. Cela ne se reproduira plus. » « Désolé, désolé. » Sa voix montait dans les aigus, perdant tout contrôle. « 25 ans que vous préparez mes repas, et vous ne savez toujours pas éplucher correctement une pomme de terre. Regardez-vous. Vous êtes aussi affreuse que vos plats. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris. Les autres esclaves présents dans la cuisine s'immobilisèrent, sentant que quelque chose de différent venait de se produire. Ce n'était pas la première fois que le maître perdait son sang-froid, mais jamais il n'avait attaqué l'apparence de Séraphine avec une telle cruauté gratuite. Séraphine releva lentement la tête, et ceux qui étaient présents jureraient, plus tard, avoir vu quelque chose de terrifiant passer dans ses yeux. Non pas de la colère, mais quelque chose de plus profond, de plus calculé. Un sourire très léger étira ses lèvres, si fugace que le maître ne le remarqua même pas. « Bien, maître, » dit-elle d'une voix parfaitement maîtrisée. « Je vais corriger immédiatement l'assiette. » Édouard retourna à sa réception, satisfait d'avoir remis sa cuisinière à sa place. Le reste de la soirée se déroula sans incident, les invités complimentant même la qualité exceptionnelle des desserts. Mais dans la cuisine, quelque chose d'irréversible venait de se rompre. Les jours qui suivirent cette humiliation publique furent marqués par un changement subtil mais inquiétant dans le comportement de Séraphine. Les autres esclaves remarquèrent qu'elle parlait moins, souriait moins, mais travaillait avec une intensité nouvelle, presque obsessionnelle. Elle passait des heures supplémentaires dans la cuisine, même après avoir terminé ses tâches quotidiennes, expérimentant de nouveaux plats et de nouvelles techniques culinaires. Philomène, une jeune esclave qui l'assistait depuis 2 ans, fut la première à s'inquiéter de ce changement. Séraphine semble différente depuis la réception, confia-t-elle à Mathias, le forgeron de la plantation, lors d'une conversation murmurée près des baraquements. Elle ne me parle presque plus, et quand elle le fait, c'est comme si elle était ailleurs, comme si elle préparait quelque chose. Mathias, homme sage et respecté par tous les esclaves de la plantation, hocha gravement la tête. À 60 ans, il avait vu suffisamment de situations explosives pour reconnaître les signes avant-coureurs de la violence. « Le maître est allé trop loin cette fois », déclara-t-il. « Séraphine n'est pas une femme qu'on humilie impunément. Sa mère était déjà comme ça. Il faut prier pour que ça se tasse. » Mais loin de se tasser, la situation sembla s'envenimer progressivement. Édouard de Belmont, inconscient du changement qu'il avait provoqué, continua à traiter sa cuisinière avec la même désinvolture méprisante qu'auparavant. Pire encore, il semblait prendre un plaisir pervers à la critiquer pour des détails insignifiants, comme s'il avait découvert une nouvelle forme de divertissement. Un matin, il reprocha à Séraphine d'avoir mis trop de sel dans ses œufs. L'après-midi, il se plaignit que son thé n'était pas assez chaud. Le soir, il prétendait que le pain était trop cuit. Chaque remarque était accompagnée d'une allusion désobligeante à son apparence ou à son incompétence supposée. Les témoins de l'époque rapportent que Séraphine encaissait chaque critique avec une patience surnaturelle, se contentant de hocher la tête et de promettre de faire mieux. Mais cette soumission apparente cachait une transformation profonde que seuls les esclaves les plus proches d'elle commençaient à percevoir. Philomène nota que Séraphine avait commencé à tenir un petit carnet dans lequel elle inscrivait méticuleusement les préférences alimentaires du maître, ses horaires de repas, ses réactions à certains plats. On dirait qu'elle étudie ses habitudes comme un chasseur étudie sa proie, confia-t-elle plus tard au procureur.
Plus troublant encore, Séraphine avait développé une fascination nouvelle pour certains aspects de la cuisine que personne ne lui connaissait auparavant. Elle passait du temps à observer les bouchers locaux découper leur viande, posant des questions techniques sur les différentes parties des animaux, sur les temps de cuisson, sur les méthodes de préparation les plus raffinées. Baptiste, le boucher mulâtre qui livrait la viande à la plantation, témoigna plus tard de conversations étranges avec Séraphine pendant cette période. Elle me demandait des choses bizarres, déclara-t-il devant le tribunal. Comment distinguer la chair humaine de la chair de porc à la cuisson si certaines parties du corps avaient un goût particulier? Comment préparer la viande pour qu'elle soit méconnaissable? Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle avait l'air très sérieuse. Les semaines passèrent, et l'obsession culinaire de Séraphine prit une dimension encore plus inquiétante. Elle avait commencé à collectionner des livres de cuisine, chose remarquable pour une esclave qui n'était officiellement pas censée savoir lire. En réalité, sa mère lui avait secrètement enseigné les lettres dans sa jeunesse, cadeau précieux qu'elle avait gardé caché tout au long de sa vie d'esclave. Ces livres, qu'elle obtenait par des moyens mystérieux, probablement en échange de services rendus aux épouses des planteurs voisins, contenaient des recettes de plus en plus sophistiquées et parfois troublantes. Certains dataient du siècle précédent et incluaient des préparations exotiques issues des traditions coloniales les plus obscures. Un volume en particulier attira l'attention du procureur lors de l'enquête ultérieure. Un recueil de recettes créoles et caribéennes datant de 1780, dont plusieurs pages avaient été soigneusement annotées de la main de Séraphine. Les notes portaient sur des méthodes de masquage, du goût de certaines viandes, des techniques d'attendrissage pour les chairs les plus coriaces et surtout des associations d'épices et de sauces permettant de rendre méconnaissable n'importe quel type de protéines. Parallèlement à ses recherches culinaires, Séraphine avait commencé à manifester un intérêt nouveau pour les habitudes personnelles de son maître. Elle interrogeait discrètement les autres esclaves domestiques sur les préférences d'Édouard, ses horaires, ses manies, ses peurs. Elle voulait savoir à quelle heure il se couchait, s'il se réveillait la nuit, quels étaient ses plats préférés, dans quelles circonstances il était le plus détendu. Cette collecte d'informations n'échappa pas complètement à l'attention des autres esclaves, mais aucun n'osa la questionner directement. Dans leur monde, la survie dépendait souvent de la capacité à ne pas voir ce qu'il valait mieux ignorer. Cependant, une inquiétude sourde commençait à gagner les baraquements. Mathias, de plus en plus préoccupé, tenta une approche directe un soir de début mars. Il trouva Séraphine dans la cuisine, seule, en train de préparer une marinade complexe pour le repas du lendemain. L'odeur qui émanait de sa préparation était riche et épicée, mais avec quelque chose d'inhabituel qu'il n'arrivait pas à identifier. « Séraphine, » commença-t-il prudemment, « il faut qu'on parle. » Elle ne leva pas les yeux de son travail, continuant à mélanger sa préparation avec des gestes précis et mesurés. « De quoi, Mathias? Tu sais très bien de quoi. Tout le monde voit que tu prépares quelque chose. Ce que le maître t'a dit ce soir-là, c'était cruel, mais... » « Cruel ?» Elle s'arrêta enfin de remuer, fixant le vieil homme avec un regard qui le fit frissonner. « Tu crois que c'est la première fois qu'il m'humilie, Mathias? Tu crois que c'est la première fois qu'il me traite comme moins qu'un animal ?» Mathias déglutit difficilement. Dans les yeux de Séraphine, il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez elle, une détermination glacée qui ne présageait rien de bon. 25 ans, Mathias. 25 ans que je nourris cet homme 3 fois par jour. 25 ans que je connais ses goûts mieux que sa propre mère. 25 ans que je mets tout mon talent, toute ma science, au service de son plaisir. Et lui, il me traite d'affreuse. Elle reprit son mélange. Mais ses gestes étaient devenus plus violents. Tu sais ce qui est affreux, Mathias? C'est de vivre dans l'oubli complet de ce qu'on apporte aux autres. C'est de ne jamais être reconnu pour son art, pour son dévouement. C'est d'être traité comme un objet utilisable et jetable. Mathias sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. « Séraphine, je t'en prie, ne fais rien que tu pourrais regretter. Ils nous tueront tous si... » « Qui parle de regret ?» coupa-t-elle avec un sourire qui lui glaça le sang. « Et qui parle de nous tuer tous ? Je ne prépare qu'un simple repas, Mathias.
Un repas mémorable, certes, mais juste un repas. Le forgeron quitta la cuisine ce soir-là avec la conviction que quelque chose de terrible allait se produire, mais sans pouvoir imaginer l'étendue de ce qui se tramait dans l'esprit de la cuisinière. Les jours précédant le 15 mars 1848 furent marqués par une série d'incidents étranges qui, rétrospectivement, prirent une signification sinistre. Le premier eut lieu le 10 mars, lorsqu'Édouard de Belmont se réveilla en pleine nuit en hurlant, prétendant avoir fait un cauchemar dans lequel il se dévorait lui-même. Sa gouvernante, Madame Adeline, une femme libre de couleur qui s'occupait de l'intendance de la maison, témoigna qu'elle ne l'avait jamais vu dans un tel état d'agitation. Le lendemain, il se plaignit d'un goût métallique persistant dans la bouche qu'aucun bain de bouche ne parvenait à chasser. Le médecin de famille, docteur Rousseau, consulté en urgence, ne trouva aucune cause médicale à ce symptôme et l'attribua au stress lié aux affaires de la plantation. Le 12 mars, Édouard refusa pour la première fois depuis des années le plat que lui avait préparé Séraphine, prétextant une nausée soudaine à la vue de la viande. « Cette odeur me rend malade », déclara-t-il en repoussant violemment son assiette. « Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans » Séraphine, imperturbable, répondit qu'il s'agissait de la même recette qu'elle utilisait depuis des années. « Peut-être monsieur préfère-t-il quelque chose de plus léger ce soir ?» Cette sollicitude inhabituelle de la part de sa cuisinière aurait dû alerter Édouard, mais il était trop absorbé par ses propres malaises pour remarquer le changement de ton. Il se contenta de grogner qu'elle lui prépare une soupe simple et se retira dans ses appartements. Le 13 mars, les choses prirent une tournure encore plus étrange. Philomène découvrit dans la cuisine des restes d'os qu'elle ne put identifier, mélangés aux déchets habituels de la préparation des repas. Quand elle interrogea Séraphine à ce sujet, celle-ci répondit laconiquement qu'il s'agissait d'os de porc pour enrichir le bouillon. Mais la jeune femme remarqua que ces os étaient plus fins et plus longs que ceux qu'elle avait l'habitude de voir. Plus troublante encore, elle surprit Séraphine en train de parler toute seule dans la cuisine, tard dans la soirée, comme si elle répétait une leçon ou un discours. Les bribes qu'elle put saisir n'avaient aucun sens. La reconnaissance du goût, l'ironie de la consommation. Ce qu'on nourrit, nous nourrit en retour. Si vous ressentez des frissons en écoutant cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Le 14 mars, la veille du jour fatidique, un incident particulièrement troublant se produisit. Édouard, inspectant ses écuries, remarqua que l'un de ses chevaux semblait agité et refusait de manger. En examinant l'animal de plus près, il découvrit plusieurs petites entailles sur ses flancs, comme si quelqu'un avait prélevé de minuscules échantillons de chair. Furieux, il convoqua tous les esclaves pour découvrir le responsable de ces mutilations. Personne ne put ou ne voulut donner d'explication satisfaisante. Séraphine, interrogée comme les autres, suggéra que des animaux sauvages avaient pu s'introduire dans l'écurie, hypothèse qui fut finalement retenue faute de mieux. Mais Baptiste le boucher, qui se trouvait sur la plantation ce jour-là pour une livraison, remarqua quelque chose de particulier. Les entailles sur le cheval présentaient exactement le même type de découpe que celle qu'un boucher expérimenté aurait pratiquée pour prélever des échantillons de viande. C'était du travail de professionnel, témoigna-t-il plus tard. Quelqu'un qui connaissait parfaitement l'anatomie et les techniques de découpe. Ce soir-là, Édouard dîna d'un simple bouillon de légumes, prétextant encore des troubles digestifs. Séraphine accepta ce changement de menu avec une complaisance qui aurait dû paraître suspecte, mais le maître était trop préoccupé par ses propres maux pour s'en inquiéter. Ce qu'il ignorait, c'est que cette modification de dernière minute contrariait considérablement les plans de sa cuisinière. Selon les témoignages ultérieurs, Séraphine passa une partie de la nuit dans la cuisine, adaptant fébrilement sa préparation pour le lendemain, murmurant des calculs complexes sur les temps de cuisson et les assaisonnements nécessaires. Philomène, qui se levait toujours avant l'aube pour aider aux préparations, trouva la cuisine dans un état inhabituel le matin du 15 mars. Plusieurs ustensiles qu'elle n'avait jamais vus auparavant étaient disposés sur les plans de travail. Des couteaux d'une finesse extrême, des pinces de précision, des récipients de tailles variées.
L'odeur qui régnait dans la pièce était complexe et entêtante, mélange d'épices exotiques et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui, Séraphine » demanda-t-elle innocemment. La cuisinière se retourna avec un sourire qui fit frissonner la jeune femme. « Quelque chose de spécial, Philomène. Quelque chose que le maître n'oubliera jamais. » Le 15 mars 1848 s'annonçait comme une journée ordinaire à la plantation Belmont. Le soleil se levait paresseusement sur les champs de canne à sucre, les oiseaux chantaient dans les cyprès, et la routine habituelle semblait reprendre ses droits. Édouard de Belmont, remis de ses malaises des jours précédents, manifesta même une humeur plutôt bonne au petit déjeuner. « Séraphine, appela-t-il depuis la salle à manger. Je recevrai ce soir Monsieur Dufresne et sa famille pour discuter affaires. Préparez-moi quelque chose d'exceptionnel. Il faut que je l'impressionne. » La cuisinière, qui attendait visiblement cette demande, s'inclina respectueusement. « Bien, monsieur. J'ai justement préparé quelque chose de très spécial. Un plat de ma composition, inspiré des traditions les plus raffinées de notre art culinaire créole. » Édouard, satisfait, ne remarqua pas l'étrange lueur qui brillait dans les yeux de sa cuisinière. Il passa la journée à vaquer à ses occupations habituelles, inspectant ses champs, rencontrant ses contremaîtres, préparant les documents nécessaires à sa transaction avec Dufresne. Dans la cuisine, Séraphine orchestrait les préparatifs du dîner avec une précision chirurgicale. Elle avait renvoyé tous ses assistants, prétextant que la recette qu'elle préparait était un secret de famille qu'elle ne pouvait partager. Seule dans son royaume culinaire, elle s'affairait autour d'une marmite dont le contenu mijotait lentement, dégageant un arôme complexe et troublant. Mathias, toujours inquiet du comportement de Séraphine, tenta une dernière fois de l'approcher dans l'après-midi. Il la trouva dans la cuisine, penchée sur son fourneau, remuant délicatement une sauce d'une couleur brune profonde. L'odeur qui émanait de la préparation était envoûtante, mélange d'épices créoles et de quelque chose d'indéfinissable qui lui fit froncer les sourcils. « Séraphine, dit-il doucement, il est encore temps d'arrêter tout ça. Quel que soit ton plan, les conséquences retomberont sur nous tous. » Elle se retourna lentement, et Mathias recula instinctivement devant l'expression de son visage. Ce n'était ni de la colère ni de la haine, mais quelque chose de plus profond, de plus implacable. Une détermination absolue qui glaçait le sang. « Tu crois que je fais ça pour moi, Mathias ?» Sa voix était d'un calme terrifiant. « Tu crois que c'est de la vengeance ? Non, c'est de la pédagogie. Cet homme va enfin apprendre ce que signifie vraiment se nourrir de quelqu'un d'autre. » Elle retourna à sa préparation, ajoutant une pincée d'une épice que Mathias ne reconnut pas. « 25 ans, Mathias. 25 ans que je le nourris de mon savoir, de mon talent, de ma sueur. Il a littéralement grandi grâce à ma cuisine, et il me traite d'affreuse. Eh bien, ce soir, il va découvrir à quel point il peut être beau, de l'intérieur. » Le forgeron quitta la cuisine avec un pressentiment épouvantable, mais il était trop tard pour alerter qui que ce soit sans risquer la vie de tous les esclaves de la plantation. Vers 17 heures, M. Dufresne arriva accompagné de sa femme et de leurs 2 enfants. Charles-Alexandre Dufresne était un homme d'affaires prospère de la Nouvelle-Orléans, propriétaire de plusieurs entrepôts sur les rives du Mississippi. Sa visite à la plantation Belmont concernait l'achat d'une partie de la récolte de canne à sucre pour ses raffineries. L'accueil fut chaleureux et les conversations d'affaires se déroulèrent dans la bonne humeur. Édouard était particulièrement charmant ce soir-là, multipliant les anecdotes et les compliments. Il semblait avoir retrouvé toute sa superbe, oubliant les malaises des jours précédents. « Mon cher Dufresne, » disait-il en sirotant un verre de bourbon, « vous allez goûter ce soir à la cuisine de la meilleure cuisinière de toute la paroisse. Séraphine est un véritable artiste dans son domaine. » Madame Dufresne, femme raffinée aux manières délicates, se montra particulièrement intéressée par les traditions culinaires créoles. « On dit que les cuisinières d'ici possèdent des secrets transmis depuis les îles, » remarqua-t-elle. « Des mélanges d'épices et des techniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. » « Absolument, » confirma Édouard avec fierté.
Séraphine maîtrise des recettes que sa mère lui a enseignées et sa grand-mère avant elle. C'est tout un patrimoine culinaire qui se transmet de génération en génération. Cette conversation prenait, à l'insu des participants, une résonance particulièrement sinistre au regard de ce qui allait suivre. Vers 19 heures, les invités passèrent dans la salle à manger, somptueusement décorée pour l'occasion. Les chandeliers en argent projetaient une lumière dorée sur la nappe de lin blanc, les verres en cristal étincelaient, et l'argenterie familiale des Belmont brillait de tous ses feux. Le repas commença par une soupe d'écrevisses qui fut unanimement appréciée. La préparation était parfaite. Le bouillon, d'une richesse exceptionnelle, révélait toute la subtilité des épices créoles sans jamais masquer le goût délicat des crustacés. Madame Dufresne ne tarit pas d'éloges sur cette entrée. « Cette soupe est absolument divine », déclara-t-elle. « Comment votre cuisinière obtient-elle cette profondeur de goût ?» Édouard, flatté, expliqua que Séraphine avait ses propres méthodes pour préparer le bouillon, des techniques qu'elle gardait jalousement secrètes. Elle prétend que le secret réside dans le temps de cuisson et dans certains ingrédients qu'elle ajoute au dernier moment. Suivit un poisson grillé aux herbes qui arracha des exclamations d'admiration. La chair était parfaitement cuite, les herbes savamment dosées et la sauce qui l'accompagnait révélaient des notes complexes qui intriguaient autant qu'elles enchantaient le palais. Les enfants Dufresne, pourtant difficiles d'habitude, dévoraient littéralement ce qui leur était servi. Leur père plaisanta sur le fait qu'il n'avait jamais montré un tel appétit à la maison. L'ambiance était détendue et conviviale, exactement ce qu'Édouard souhaitait pour conclure ses affaires. Les négociations avançaient favorablement, et il était évident que Dufresne était impressionné par le raffinement de son hôte. « Vous savez, Belmont, » dit Dufresne en essuyant délicatement ses lèvres avec sa serviette, « si votre cuisinière cherchait un nouvel emploi, je serais prêt à l'engager sur le champ. Cette cuisine rivalise avec celle des meilleurs restaurants de la Nouvelle-Orléans. » Édouard rit de bon cœur. « Je crains que Séraphine ne soit pas à vendre, mon cher ami. Elle fait partie intégrante de cette plantation depuis sa naissance. C'est une perle rare. » Cette remarque, prononcée avec une condescendance typique de l'époque, allait prendre une saveur particulièrement amère quelques minutes plus tard. Puis vint le moment tant attendu du plat principal. Un silence respectueux s'installa dans la salle à manger lorsque Séraphine fit son entrée, portant un plateau d'argent recouvert d'un dôme métallique. Sa démarche était parfaitement maîtrisée, ses gestes empreints d'une solennité qui ne passa pas inaperçue. Elle portait ce soir-là sa plus belle robe de service, impeccablement repassée, et avait noué ses cheveux dans un chignon d'une élégance inhabituelle. Son attitude était parfaitement professionnelle, mais les invités les plus observateurs remarquèrent quelque chose d'inhabituel dans son regard. Une intensité, une concentration qui dépassait le simple souci de bien servir. Il y avait dans ses yeux une lueur que Madame Dufresne décrirait plus tard comme triomphante, mais d'un triomphe terrifiant. « Mesdames et messieurs », annonça Édouard avec la fierté d'un collectionneur présentant sa pièce maîtresse, « j'ai l'honneur de vous présenter la spécialité de notre cuisinière, un plat de sa composition dont elle garde jalousement le secret. » Séraphine a travaillé toute la journée à cette création exceptionnelle. Séraphine souleva le dôme avec une lenteur théâtrale, révélant une pièce de viande magnifiquement présentée, nappée d'une sauce brune onctueuse aux reflets dorés et accompagnée de légumes colorés disposés avec un art consommé. L'arôme qui s'échappa du plat était envoûtant, complexe, avec des notes épicées qui chatouillaient agréablement les narines et réveillaient immédiatement l'appétit. La présentation était parfaite. La viande, découpée en tranches d'une épaisseur idéale, révélait une chair rosée et tendre qui semblait fondre sous le regard. La sauce, d'une consistance parfaite, nappait délicatement chaque morceau sans jamais le noyer. Les légumes, disposés avec un sens artistique remarquable, apportaient leur couleur vive qui contrastait harmonieusement avec les tons dorés de l'ensemble. « Seigneur !» s'exclama M. Dufresne en se penchant pour mieux admirer la présentation. « C'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est exactement ?»
Séraphine eut un sourire énigmatique qui fit frissonner imperceptiblement Madame Dufresne, bien que celle-ci ne sût pas encore pourquoi. Une viande très spéciale, monsieur, une viande que monsieur de Belmont n'a jamais goûtée auparavant, mais qui lui est intimement familière. Cette réponse sibylline fit rire les convives, qui y virent une plaisanterie de cuisinière faisant la mystérieuse sur sa recette. Édouard lui-même sourit largement, flatté de l'attention que portait sa domestique à lui préparer quelque chose d'unique. « Allons, Séraphine, dit-il sur le ton de la plaisanterie, ne faites pas tant de mystère. Dites-nous au moins de quel animal il s'agit. »« Oh, maître, répondit-elle avec cette même douceur troublante, disons que c'est une viande qui vous est très proche, plus proche que vous ne pourriez l'imaginer. » Les portions furent servies avec le cérémonial habituel, Séraphine maniant les couverts de service avec une dextérité qui témoignait de son expérience. Chaque invité reçut une tranche généreuse de cette viande mystérieuse, nappée de la même sauce savoureuse. L'aspect était parfait, la chair était rosée, tendre, parfaitement cuite. La sauce, riche et parfumée, masquait efficacement tout goût trop prononcé de la protéine. Édouard fut le premier à porter sa fourchette à sa bouche, comme il se devait en tant qu'hôte. Il mâcha lentement, savourant les saveurs complexes qui explosaient sur son palais. Son visage exprima d'abord la satisfaction, puis la surprise admirative. « Séraphine » déclara-t-il après avoir avalé sa première bouchée, ses yeux brillants de plaisir gustatif. « C'est absolument délicieux. Quel est donc ce goût si particulier, cette texture si tendre? J'ai l'impression de reconnaître quelque chose, mais je n'arrive pas à identifier quoi. » La cuisinière, toujours debout près de la table dans l'attitude respectueuse qui convenait à sa condition, garda son sourire énigmatique. « C'est le goût de la reconnaissance, maître. Le goût de ce qui nourrit vraiment un homme, ce qui fait sa substance. » Les autres invités avaient commencé à déguster à leur tour et les compliments fusaient de toutes parts. Monsieur Dufresne ferma même les yeux de plaisir en mastiquant, savourant pleinement cette expérience gustative exceptionnelle. « Ma chère madame, dit-il en s'adressant à Séraphine, vous êtes véritablement un artiste. Cette viande est d'une tendreté extraordinaire, et cette sauce, ces épices, c'est un véritable enchantement pour le palais. » Madame Dufresne acquiesça avec enthousiasme. « Je n'ai jamais rien goûté de semblable. Il y a quelque chose d'unique dans ce plat, une saveur que je ne parviens pas à définir, mais qui est absolument exquise. » Même les enfants, pourtant peu enclins au raffinement culinaire, dévoraient leur portion avec un appétit remarquable. Ils réclamèrent même une seconde portion, ce qui fit rire leurs parents. La conversation reprit, portant sur les affaires et les nouvelles de la Nouvelle-Orléans, mais elle était constamment ponctuée de compliments sur la qualité exceptionnelle du plat. Édouard rayonnait littéralement de fierté, se rengorgeant sous les éloges adressés à sa table. « Vous savez, Dufresne, dit-il en découpant soigneusement sa viande, je pense sincèrement que Séraphine pourrait donner des leçons aux chefs les plus réputés de nos grandes villes. Cette création est tout simplement parfaite. » Il mangea avec un plaisir évident, finissant même sa portion et en redemandant, chose inhabituelle pour lui qui surveillait habituellement sa ligne. « Séraphine, appela-t-il, servez-moi donc une autre tranche de cette merveille. Et n'hésitez pas à être généreuse avec la sauce. » C'est à ce moment précis que l'atmosphère commença à changer subtilement. Au lieu de retourner en cuisine chercher le plat pour resservir son maître, Séraphine resta dans la salle à manger, observant Édouard avec une attention qui commençait à paraître troublante. Son regard fixe, sa posture immobile, sa manière de sourire sans vraiment sourire, créaient un malaise indéfinissable. Madame Dufresne fut la première à remarquer cette présence inhabituelle et murmura quelques mots inquiets à l'oreille de son mari. « Séraphine, » dit finalement Édouard, remarquant le regard insistant de sa cuisinière et commençant lui-même à se sentir mal à l'aise. « Vous pouvez aller chercher le plat pour me resservir, et après, vous pourrez vous retirer. Nous nous servirons nous-mêmes pour le dessert. » Mais au lieu d'obéir, Séraphine fit quelques pas en avant, se rapprochant de la table.
Son sourire s'était transformé en quelque chose de plus inquiétant, de plus calculé. Il y avait dans son expression une satisfaction profonde, comme celle d'un artiste contemplant son œuvre achevée. « Avant de me retirer, maître, dit-elle d'une voix parfaitement calme mais chargée d'une intensité nouvelle, j'aimerais savoir si la viande vous plaît vraiment, si vous la trouvez reconnaissable. » Un silence étrange s'installa dans la salle à manger. Les invités cessèrent de manger, sentant confusément que quelque chose d'anormal était en train de se produire. L'atmosphère conviviale de quelques instants plus tôt s'évanouit, remplacée par une tension palpable. Les fourchettes se figèrent à mi-chemin entre les assiettes et les bouches. Les verres de vin restèrent suspendus dans l'air. Même les enfants, sensibles à ce changement d'ambiance, arrêtèrent de manger et regardèrent les adultes avec inquiétude. Édouard fronça les sourcils, irrité par l'attitude inhabituelle de sa cuisinière et par la gêne qu'elle créait devant ses invités. « Que voulez-vous dire, reconnaissable? Bien sûr qu'elle me plaît, je viens de vous le dire. Maintenant, cessez ces mystères et retirez-vous comme je vous l'ai demandé. » Mais Séraphine ne bougea pas. Au contraire, elle sortit lentement de son tablier un petit objet qu'elle posa délicatement sur la table, près de l'assiette de son maître, avec la précision d'un chirurgien déposant un instrument sur un plateau opératoire. C'était une bague en or, ornée d'un rubis de belle taille, que tous les invités reconnurent immédiatement. Elle ne quittait jamais l'annulaire droit d'Édouard de Belmont. Cette bague, héritage familial, était aussi reconnaissable que le visage de son propriétaire. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris. On n'entendait plus que le tic-tac de la pendule et le souffle court des convives qui commençaient à comprendre que quelque chose de terrible était en train de se révéler. « Maître !» dit Séraphine avec une douceur terrifiante, comme une mère s'adressant à un enfant égaré. « Vous cherchez quelque chose ?» Instinctivement, Édouard porta la main à son annulaire droit. Il ne portait plus sa bague. Dans sa confusion, il ne se souvenait même pas l'avoir enlevée. Il n'avait d'ailleurs aucun souvenir de l'avoir retirée depuis des années. Son regard alla de la bague posée sur la table à sa main nue, puis au visage impassible de Séraphine, tentant de comprendre ce qui se passait. « Comment? Où avez-vous trouvé cela ?» balbutia-t-il, sa voix commençant à trembler imperceptiblement. « Je ne l'ai pas trouvé, maître. Je l'ai récupéré. » Sa voix était d'un calme parfait, comme si elle commentait la météo. Après avoir soigneusement retiré ce qui l'entourait, un frisson glacé parcourut l'assemblée. Madame Dufresne porta une main à sa bouche, pressentant l'horreur qui allait suivre mais refusant encore d'y croire. Son mari se leva à demi, prêt à quitter la table, mais paralysé par la fascination de l'épouvante. Séraphine continua de sa voix parfaitement contrôlée, comme si elle récitait une recette de cuisine. Vous vouliez savoir quel était ce goût si particulier, cette texture si tendre que vous avez tant appréciée. C'est le goût de votre propre chair, maître, votre propre substance, préparée avec tout mon art et toute ma science culinaire. L'horreur qui se peignit sur le visage d'Édouard était indescriptible. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte et son teint devint d'une pâleur cadavérique. Il regarda ses mains, scrutant ses doigts avec une attention folle, cherchant les traces des mutilations. Ces 3 dernières nuits, poursuivit Séraphine avec la même tranquillité effrayante, pendant que vous dormiez de votre sommeil de maître satisfait, j'ai prélevé délicatement de petits morceaux de vos doigts. Oh, rien de bien visible. Quelques lamelles par-ci, quelques copeaux par-là, toujours à des endroits que vous ne regardiez jamais, toujours avec la précision d'un chirurgien. Un art délicat, comme vous pouvez l'imaginer. Effectivement, à y regarder de près, on pouvait maintenant distinguer de minuscules cicatrices sur ses doigts, si fines qu'elles passaient inaperçues au premier regard, mais qui, une fois remarquées, paraissaient évidentes. « Vous êtes folle !» hurla-t-il finalement en se levant brusquement, renversant sa chaise dans un fracas qui résonna dans le silence de mort. « Vous êtes complètement folle, c'est impossible, c'est impossible !» Séraphine inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait sincèrement à cette objection. Pourtant,
Vous venez de vous délecter de votre propre goût pendant près d'1 heure. Vous en avez même redemandé, maître. Vous avez dit que c'était délicieux. Ce qui suivit cette révélation fut un chaos indescriptible qui marqua à jamais tous les témoins de cette soirée maudite. Édouard de Belmont s'effondra littéralement, pris de convulsions et de vomissements si violents qu'ils soulevèrent son corps entier. Il se vidait de tout ce qu'il avait ingurgité, comme si son organisme tentait désespérément d'expulser cette partie de lui-même qu'il venait de consommer. Monsieur Dufresne, homme pourtant habitué aux affaires les plus sordides du commerce colonial, ne put retenir ses propres nausées. Sa femme s'évanouit sur sa chaise, tandis que leurs enfants, terrifiés par les hurlements de leur hôte et ne comprenant pas ce qui se passait, se mirent à pleurer de toute leur force. Dans ce pandémonium, seule Séraphine demeurait parfaitement calme, debout près de la table, observant les conséquences de son acte avec une satisfaction tranquille qui glaçait le sang. Elle semblait contempler son œuvre comme un peintre admire un tableau achevé. « Vous voulez savoir le plus beau, maître ?» continua-t-elle avec cette même douceur implacable, sa voix dominant les gémissements et les pleurs. « Vous avez dit que c'était délicieux. Vous en avez même redemandé, vous m'avez complimenté sur mon art culinaire. Finalement, vous n'êtes peut-être pas si affreux que ça, puisque vous avez si bon goût. » Dufresne, après avoir fait évacuer sa famille en urgence par les domestiques alertés par le bruit, fit immédiatement appeler le shérif et le médecin. Les esclaves de la plantation, alertés par les cris, accoururent vers la maison principale, où ils découvrirent leur maître dans un état proche de la catalepsie, recroquevillé sur le sol de marbre de sa salle à manger. Mathias fut l'un des premiers à arriver sur les lieux. En découvrant la scène, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Son regard croisa celui de Séraphine, et il y lut une expression qu'il n'oublierait jamais, non pas du remords ou de la peur, mais une paix profonde, comme si elle avait enfin accompli quelque chose d'essentiel. Séraphine ne tenta aucune fuite. Elle ne nia rien. Au contraire, quand le shérif Hamilton arriva 1 heure plus tard, accompagné de ses adjoints et du docteur Rousseau, elle lui raconta spontanément tous les détails de son plan, avec la précision d'un rapport médical et sans manifester le moindre remords. « J'ai utilisé de l'opium dissous dans son vin de table », expliqua-t-elle calmement pendant que les adjoints prenaient des notes. Chaque soir, pendant 3 nuits consécutives, la dose était calculée pour provoquer un sommeil profond sans risque mortel. Monsieur de Belmont a toujours eu le sommeil lourd après le dîner, cela facilitait grandement mon travail. Le docteur Rousseau, appelé d'urgence, confirma la présence des minuscules cicatrices sur les doigts d'Édouard. L'examen révéla que les prélèvements avaient été effectués avec une expertise chirurgicale remarquable. Aucun nerf important n'avait été touché, aucune infection ne s'était développée, et les cicatrices étaient si fines qu'elles auraient probablement disparu complètement avec le temps. « C'est du travail de professionnel », déclara le médecin au shérif, sa voix trahissant un mélange d'horreur et d'admiration technique. Ces incisions auraient pu être pratiquées par un chirurgien expérimenté. La précision est absolument remarquable. Séraphine sourit à ce compliment involontaire. J'ai étudié l'anatomie, docteur, pendant des années. Les livres de médecine ne sont pas si difficiles à obtenir quand on sait qui demander et quoi offrir en échange. L'enquête qui suivit révéla l'étendue stupéfiante de la préméditation de Séraphine. Dans sa case, les autorités découvrirent une véritable bibliothèque médicale. Traités d'anatomie, ouvrages de chirurgie, manuels de pharmacologie, tous annotés de sa main dans une écriture fine et précise. Plus troublant encore, ils trouvèrent le carnet dans lequel elle avait minutieusement planifié son opération sur plusieurs mois. Chaque page révélait un aspect différent de sa préparation. Horaire de sommeil du maître, dose d'opium nécessaire selon son poids et sa tolérance à l'alcool, technique de découpe pour minimiser les douleurs et les risques d'infection, recette de marinade pour masquer le goût particulier de la chair humaine, méthode de cautérisation pour éviter les complications.
Le carnet contenait également plusieurs esquisses anatomiques d'une précision saisissante, montrant l'emplacement exact des prélèvements sur chaque doigt. Séraphine avait étudié l'anatomie humaine avec le sérieux d'un étudiant en médecine, se procurant des ouvrages spécialisés par des moyens qui ne furent jamais complètement élucidés. Comment une esclave a-t-elle pu acquérir de telles connaissances ? S'interrogea le procureur lors de l'instruction. La réponse vint partiellement des témoignages de plusieurs épouses de planteurs qui admirent, sous la contrainte de l'enquête, avoir occasionnellement prêté des livres à Séraphine en échange de services culinaires exceptionnels lors de leur réception. Madame de Frontenac, épouse d'un riche propriétaire de Saint-Charles, révéla ainsi que Séraphine lui avait plusieurs fois demandé l'accès à la bibliothèque de son mari médecin. Elle prétendait vouloir mieux connaître les propriétés des plantes pour améliorer sa cuisine. Cela me semblait louable pour une domestique si dévouée. Le procès qui eut lieu en juin 1848 fit sensation dans toute la Louisiane et au-delà. Les journaux de la Nouvelle-Orléans, de Mobile, de Charleston et même de New York relatèrent cette affaire extraordinaire. Le New Orleans Daily Picayune titrait « La cuisinière cannibale de Belmont », tandis que le Charleston Mercury parlait du festin de l'horreur en Louisiane. Cependant, sur ordre du procureur général, certains détails furent censurés dans les comptes rendus publics pour éviter de donner des idées à d'autres esclaves mécontents. Les autorités craignaient que cette affaire ne devienne un symbole de résistance et n'inspire d'autres actes de rébellion dans les plantations du Sud. Le tribunal était bondé chaque jour d'audience. Séraphine comparaissait dans une simple robe grise, les mains entravées, mais elle gardait un maintien digne qui impressionnait même ses détracteurs. Elle répondait aux questions avec une précision clinique, sans jamais montrer ni remords ni satisfaction excessive. Quand le président du tribunal lui demanda si elle regrettait son acte, elle répondit avec cette même tranquillité troublante. « Regrettez quoi, monsieur le président ? D'avoir donné à mon maître l'occasion de découvrir sa vraie nature, de lui avoir offert le repas le plus personnel qu'il ait jamais pris ? Non, je ne regrette rien, j'ai accompli mon œuvre. » Séraphine plaida non coupable, non pas en niant les faits, mais en revendiquant son acte comme un art culinaire poussé à son paroxysme. « J'ai donné à mon maître ce qu'il désirait le plus au monde », déclara-t-elle devant le tribunal dans une tirade qui marqua tous les présents. Un repas inoubliable, préparé avec tout mon talent et toute ma science. Il a même dit que c'était délicieux. N'est-ce pas là la plus belle récompense qu'une cuisinière puisse recevoir ? Son avocat, Maître Beauregard, commis d'office, tenta de plaider l'aliénation mentale. Mais Séraphine s'opposa violemment à cette défense. « Je ne suis pas folle, maître », répétait-elle avec une véhémence qui résonnait dans tout le prétoire. « J'ai simplement donné à cet homme l'occasion de se connaître vraiment, de se goûter, d'apprécier sa propre valeur. N'est-ce pas là le plus beau cadeau qu'une cuisinière puisse offrir ?» Cette logique implacable déstabilisait profondément l'assistance. Il y avait dans les arguments de Séraphine une cohérence interne qui rendait sa folie encore plus terrifiante, car elle n'était peut-être pas folie du tout, mais simplement une forme de lucidité poussée à l'extrême. Le témoignage le plus troublant fut celui du docteur Rousseau, qui avait examiné minutieusement les cicatrices d'Édouard. « Mesdames et messieurs les jurés, déclara-t-il, je dois témoigner en toute honnêteté que l'accusé possède des connaissances médicales qui dépassent celles de nombreux praticiens diplômés. La précision de ses incisions, sa connaissance de l'anatomie, sa maîtrise des techniques de cautérisation révèlent une expertise que j'aurais cru impossible chez une personne de sa condition. » Cette déclaration créa un malaise profond dans l'assistance. L'idée qu'une esclave puisse surpasser en compétences des hommes blancs éduqués remettait en question les fondements mêmes de la société esclavagiste. Baptiste, le boucher mulâtre, témoigna également des conversations étranges qu'il avait eues avec Séraphine dans les mois précédant l'incident. Elle me posait des questions très précises sur les différences entre la chair humaine et la chair animale, rapporta-t-il. Elle voulait savoir quelles épices utiliser pour masquer certains goûts, quelle technique de cuisson employer pour attendrir les fibres les plus coriaces. Sur le moment, j'ai cru qu'elle plaisantait,
mais elle prenait des notes très sérieuses. Philomène, l'assistante de Séraphine, fut appelée à la barre comme témoin à charge. Tremblante de peur, elle raconta les changements qu'elle avait observés chez la cuisinière après l'humiliation publique du mois de février. Elle n'était plus la même, témoigna-t-elle d'une voix à peine audible. Elle passait des heures à étudier ses livres, à faire des calculs dans son carnet. Elle parlait toute seule, comme si elle répétait quelque chose, et elle me regardait parfois d'une façon qui me faisait peur. Quand on lui demanda pourquoi elle n'avait pas alerté les autorités de ses comportements inquiétants, Philomène répondit avec une sincérité déchirante. Qui aurait cru une esclave accusant une autre esclave de préparer quelque chose contre le maître? Et puis, Séraphine était respectée par nous tous. Elle savait des choses, elle avait du pouvoir. Personne n'osait vraiment la contrarier. Le témoignage le plus poignant fut celui de Mathias, le vieux forgeron. Malgré son âge et sa position difficile de témoin potentiellement compromis, il choisit de dire la vérité sur ses dernières conversations avec Séraphine. « J'ai essayé de l'arrêter », déclara-t-il les larmes aux yeux. Le dernier jour, j'ai compris qu'elle allait faire quelque chose de terrible, mais elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas de la vengeance, Mathias, c'est de l'art. L'art de révéler à quelqu'un sa vraie nature. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Elle avait raison sur une chose. Le maître était cruel avec elle. Mais ce qu'elle a fait dépassait tout ce qu'on peut imaginer. C'était comme si elle avait voulu prouver qu'elle pouvait être encore plus inhumaine que ceux qui nous traitent comme des animaux. L'accusation, menée par le procureur Dalton, tenta de présenter Séraphine comme un monstre d'exception, une aberration qui ne remettait pas en cause l'ordre social établi. Mais cette stratégie fut mise à mal par l'attitude même de l'accusée, qui ne correspondait en rien à l'image de la bête sauvage qu'on voulait donner d'elle. Séraphine se présenta chaque jour au tribunal avec une dignité qui impressionnait même ses ennemis. Elle répondait aux questions avec une intelligence évidente, une culture qui surprenait et une logique implacable qui dérangeait profondément ceux qui préféraient la voir comme une folle furieuse. Lors de sa déclaration finale, elle prononça un discours qui marqua tous les présents et fut largement rapporté dans la presse de l'époque. « Messieurs les jurés, on m'accuse d'avoir commis un acte monstrueux. Mais je vous demande, qu'y a-t-il de plus monstrueux? Nourrir quelqu'un pendant 25 ans de son talent et de son dévouement, ou se nourrir littéralement de cette même personne? Monsieur de Belmont s'est repu de ma substance morale pendant des décennies. Moi, je lui ai simplement donné l'occasion de goûter à sa propre substance physique, et il a trouvé cela délicieux. » Elle marqua une pause, promenant son regard sur l'assistance silencieuse. « Vous voulez savoir si je regrette? Je ne regrette qu'une chose, qu'il ait fallu en arriver là pour qu'un homme comprenne enfin ce que signifie vraiment se nourrir de quelqu'un d'autre. » Le jury, composé exclusivement d'hommes blancs propriétaires d'esclaves, délibéra pendant 3 jours. Cette durée exceptionnellement longue révélait les divisions profondes que cette affaire avait créées même parmi ceux qui auraient dû naturellement condamner sans hésiter. Certains jurés, selon les témoignages ultérieurs, étaient troublés par l'intelligence évidente de Séraphine et par la cohérence de sa logique. D'autres étaient effrayés par les implications de cette affaire. Si une esclave pouvait concevoir et exécuter un plan si sophistiqué, que devenait leur certitude sur la supposée infériorité intellectuelle des populations asservies? Finalement, le verdict fut rendu. Culpabilité pour tentative d'empoisonnement et voie de fait avec préméditation. Curieusement, malgré la gravité des faits, la peine de mort ne fut pas prononcée. Séraphine fut condamnée aux travaux forcés à vie dans le pénitencier d'État, sentence qui surprit tous les observateurs du procès. Cette clémence relative s'expliquait peut-être par la gêne profonde que ressentaient les autorités face à cette affaire. L'idée qu'une esclave puisse concevoir et exécuter un plan si sophistiqué remettait en question certaines croyances fondamentales de la société de l'époque. Il était plus confortable de traiter Séraphine comme une curiosité dangereuse que comme un symbole de résistance organisée. De plus,
Certains jurés avaient été sensibles à un argument inattendu de la défense. Séraphine n'avait techniquement tenté de tuer personne. Elle avait prélevé de minuscules quantités de chair sans mettre en danger la vie de sa victime, et la nourriture qu'elle avait servie ne contenait aucun poison. D'un point de vue strictement légal, il était difficile de caractériser son acte comme une tentative de meurtre. Édouard de Belmont, lui, ne se remit jamais complètement de cette épreuve. Les témoignages de l'époque rapportent qu'il développa une aversion totale pour la nourriture solide, ne se nourrissant plus que de bouillon clair qu'il préparait lui-même dans sa propre chambre, avec des ingrédients qu'il achetait personnellement. Sa transformation physique fut spectaculaire. En quelques mois, cet homme robuste et autoritaire devint squelettique, hanté, sursautant au moindre bruit. Il ne pouvait plus supporter la présence d'aucun domestique dans ses appartements et avait développé une phobie maladive des couteaux et de tout ustensile tranchant. Le docteur Rousseau, qui le suivit médicalement jusqu'à sa mort, nota dans ses rapports: Monsieur de Belmont présente tous les symptômes d'un traumatisme psychologique majeur. Il refuse catégoriquement toute nourriture préparée par autrui, se méfie de tous les domestiques et manifeste des signes évidents de paranoïa alimentaire. Plus troublant encore, il passe des heures à examiner ses mains et son corps, comme s'il cherchait d'autres traces de mutilation. 6 mois après l'incident, Édouard vendit sa plantation à vil prix et s'installa à la Nouvelle-Orléans, dans une petite maison du quartier français qu'il ne quittait pratiquement jamais. Il vécut en reclus complet jusqu'à sa mort en 1852, probablement dû à la malnutrition chronique et à l'épuisement nerveux. Les autres esclaves de la plantation furent vendus aux enchères et dispersés aux 4 vents pour éviter que l'histoire de Séraphine ne se transforme en légende inspiratrice pour d'autres révoltes potentielles. Cependant, malgré ces précautions, le récit de la cuisinière qui avait servi son maître à lui-même se transmit de bouche à oreille dans toutes les plantations du Sud. Cette histoire prit rapidement une dimension mythique dans la culture orale des esclaves. Séraphine devint une figure ambiguë, admirée pour son intelligence et sa détermination, mais aussi crainte pour la radicalité de ses méthodes. Son nom était murmuré avec respect et épouvante dans les baraquements, et les maîtres les plus perspicaces commencèrent à surveiller de plus près leur cuisinière. Au pénitencier d'État, Séraphine devint rapidement une figure légendaire, mais aussi profondément isolée. Les gardiens racontaient qu'elle refusait obstinément de travailler aux cuisines de la prison, préférant les travaux les plus pénibles plutôt que de reprendre ses anciens talents. « Je ne cuisinerai plus jamais », déclarait-elle à qui voulait l'entendre. « Mon chef-d'œuvre est derrière moi. Tout ce que je pourrais préparer maintenant ne serait que répétition ou décadence. » Cette attitude intriguait autant qu'elle inquiétait. Les autres détenus la respectaient et la craignaient à la fois, ne sachant jamais si son refus de cuisiner relevait du remords ou d'une forme de fierté artistique pervertie. Le directeur du pénitencier, M. Thibaudeau, nota dans ses rapports annuels: « La détenue Séraphine demeure un cas à part dans notre établissement. Elle ne cause aucun trouble disciplinaire, travaille sans se plaindre aux tâches les plus difficiles, mais refuse catégoriquement tout contact avec la préparation de nourriture. Quand on l'interroge sur ses motivations, elle répond invariablement qu'elle a achevé son œuvre et qu'elle ne souhaite pas la galvauder par des créations inférieures. » Séraphine mourut en 1863, pendant l'épidémie de fièvre jaune qui ravagea le pénitencier. Selon le témoignage de l'aumônier, le père Marcel, elle garda jusqu'au bout cette tranquillité troublante qui l'avait caractérisée depuis son procès. Ses derniers mots, rapportés par le prêtre, furent: « Il a dit que c'était délicieux. C'est tout ce qui compte. Un artiste ne peut espérer plus belle reconnaissance. » Les archives judiciaires de cette affaire furent partiellement détruites lors de l'incendie du palais de justice de la Nouvelle-Orléans en 1878. Cependant, quelques documents subsistent encore aujourd'hui, notamment le témoignage complet du docteur Rousseau et les croquis anatomiques trouvés dans la case de Séraphine. Ces derniers furent longtemps conservés dans les archives de l'école de médecine de la Tulane University, où ils servaient d'illustration pour les cours d'anatomie. Leur précision était telle
que plusieurs professeurs s'interrogèrent sur la formation médicale que cet esclave avait pu recevoir. Ce mystère ne fut jamais complètement élucidé. Le carnet de Séraphine, pièce à conviction centrale du procès, disparut mystérieusement des archives du tribunal dans les années 1860. Certains prétendent qu'il fut volé par des collectionneurs morbides, d'autres qu'il fut détruit par les autorités qui craignaient qu'il ne serve d'inspiration à d'autres actes similaires. L'affaire Séraphine, comme elle fut surnommée dans les annales criminelles de la Louisiane, marqua un tournant dans la perception des relations entre maître et esclave. Pour la première fois, l'opinion publique fut confrontée à une forme de résistance qui dépassait la simple rébellion violente pour entrer dans le domaine de la manipulation psychologique raffinée. Certains intellectuels de l'époque, comme le philosophe créole Armand de Trémont, virent dans ce geste une métaphore parfaite du système esclavagiste. Dans un essai publié en 1849, il écrivait « Cette femme n'a fait que pousser à son terme logique la relation parasitaire qui unit le maître et l'esclave. En nourrissant littéralement son oppresseur de sa propre substance, elle a révélé la nature profondément cannibale de l'esclavage. Nous nous repaissons tous, d'une manière ou d'une autre, de la chair de ceux que nous asservissons. » Cette analyse, jugée subversive par les autorités, valut à son auteur un exil forcé vers la France, mais elle circula clandestinement dans les cercles abolitionnistes du Nord et contribua à alimenter les débats sur la question de l'esclavage. Aujourd'hui encore, dans certaines familles créoles de Louisiane, on raconte l'histoire de Séraphine comme un avertissement aux parents trop sévères avec leurs domestiques. Attention à ne pas pousser trop loin ceux qui préparent votre nourriture, murmurent les grands-mères à leurs petits-enfants, car ils connaissent des secrets que vous préféreriez ignorer. Ces récits, transmis de génération en génération, ont transformé Séraphine en figure de folklore local, à mi-chemin entre l'héroïne et le monstre. Dans certaines versions, elle devient une sorcière capable de jeter des sorts par la nourriture. Dans d'autres, elle incarne la justice immanente qui frappe les oppresseurs trop cruels. La maison de la plantation Belmont fut détruite par un incendie en 1885, 40 ans après les événements. Le feu d'origine inconnue prit naissance dans l'ancienne cuisine, bien que le bâtiment fût abandonné depuis des années. Les pompiers de l'époque notèrent plusieurs détails étranges. L'incendie semblait s'être propagé de manière inhabituelle, épargnant certaines parties de la maison, tout en consumant complètement d'autres sections. Plus troublant encore, ils découvrirent dans les ruines de la cuisine des ustensiles de précision. Couteaux fins, pinces chirurgicales, récipients de mesure, qui ne figuraient pas dans l'inventaire de la succession Belmont. Certains prétendent que le feu prit naissance spontanément, alimenté par les miasmes de souvenirs empoisonnés qui stagnaient encore dans ses murs. D'autres affirment avoir vu, les soirs de brouillard, une silhouette féminine s'affairant autour des ruines, comme si quelqu'un préparait encore des repas pour des convives invisibles. Ces récits, bien sûr, relèvent de la superstition populaire, mais ils témoignent de l'empreinte indélébile que cette affaire a laissée dans la mémoire collective de la région. Même aujourd'hui, près de 2 siècles plus tard, le nom de Séraphine évoque encore un mélange de fascination et d'épouvante. L'histoire de Séraphine nous interroge sur les limites de la résistance humaine et sur les moyens que l'oppression peut pousser les êtres à inventer. Elle soulève aussi des questions troublantes sur la nature de l'art, de la vengeance et de la reconnaissance. Car au-delà de l'horreur évidente de son geste, il reste cette dimension artistique revendiquée par la cuisinière elle-même. Avoir créé un plat si parfait que sa victime l'a trouvé délicieux, ignorant qu'elle se délectait de sa propre chair. Cette performance culinaire macabre représente peut-être l'aboutissement ultime de l'art gastronomique. Faire découvrir à quelqu'un son propre goût, littéralement. Était-ce de la folie, de la génialité criminelle, une forme suprême d'ironie, ou simplement l'aboutissement logique d'une situation d'injustice poussée trop loin? Les documents d'époque ne permettent pas de trancher définitivement ces questions.
Mais il nous laisse cette image saisissante et inoubliable. Un homme savourant un repas exceptionnel, complimentant sa cuisinière sur son talent, en redemandant même une seconde portion, ignorant qu'il dégustait sa propre substance transformée par l'art culinaire le plus macabre qui soit. Cette ironie finale, cette révélation horrifique, cette satisfaction du maître devenant littéralement l'incarnation de l'expression « se repaître de quelqu'un » constitue peut-être la dimension la plus troublante de toute cette affaire. Séraphine avait réussi son pari ultime, révéler à son oppresseur sa vraie nature, non pas métaphoriquement, mais de la manière la plus concrète et la plus intime qui soit. Elle l'avait forcé à se connaître au sens littéral du terme, à apprécier son propre goût, à reconnaître sa propre valeur nutritive. Et le plus terrifiant dans tout cela, c'est qu'il avait trouvé cela délicieux. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Que Séraphine a dit toute la vérité lors de son procès? Ou pensez-vous qu'elle a emporté d'autres secrets dans sa tombe? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne si cette histoire vous a marqué, et partagez-la avec ceux qui aiment les mystères les plus sombres de l'histoire. Car après tout, dans chaque cuisine, dans chaque repas partagé, se cache peut-être une part d'intimité que nous préférerions ne jamais connaître. Et chaque fois que nous complimentons un cuisinier sur son talent, nous ne savons jamais vraiment quel secret se cache derrière cette saveur si particulière qui nous enchante le palais.